Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mind Your Business. Dans l'épisode précédent, nous avons discuté de la structure socio-économique de l'activité auto-entrepreneuriale et des différentes problématiques qui peuvent en découler. Grâce aux témoignages d'auto-entrepreneurs, nous avons analysé leur motivation, leur manière de structurer leur activité et leur capacité à prospérer dans un environnement économique en constante évolution. Au-delà des préoccupations socio-économiques, la question de travailler pour vivre ou vivre pour travailler lorsque l'on est auto-entrepreneur se pose rapidement. Comment peut-on réussir à articuler vie professionnelle et vie personnelle sans que l'une ne prenne le dessus sur l'autre ? Si la liberté qu'offre ce statut est séduisante, elle s'accompagne de défis organisationnels majeurs. Au départ, l'idée de travailler pour soi-même est synonyme de flexibilité et de liberté dans la gestion de son emploi du temps, mais selon les activités, les contraintes varient. Certains peuvent choisir leurs horaires librement, d'autres sont soumis aux exigences de leurs clients ou aux délais à respecter. La frontière entre vie pro et vie perso devient alors parfois floue. Dans cet épisode, nous allons tenter de comprendre au travers de plusieurs témoignages à quel point il peut être complexe d'articuler vie personnelle et vie professionnelle. Trouver un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, c'est un peu l'objectif numéro 1 que de nombreux entrepreneurs cherchent à atteindre. Pourtant, la réalité varie énormément d'une personne à l'autre. Certains réussissent à instaurer une routine stable, tandis que d'autres doivent constamment ajuster leur organisation. Parmi les témoignages recueillis, certains affirment avoir trouvé une forme d'équilibre malgré quelques difficultés. Marwan, informaticien, nous confie. Parfois, il peut y avoir des périodes de rush et c'est un métier où il faut être patient. Outre l'aspect technique du technicien informatique, il y a l'aspect relationnel à avoir avec les utilisateurs où parfois, on peut tomber sur des gens qui sont stressés et qui vont dégager leur stress sur nous. Faut être patient. Je dirais pas que c'est une source de stress non plus. En tout cas pour moi. Après, je sais qu'il y a des gens pour qui ça peut l'être, mais moi non, ça va. À propos du savoir-être, l'auto-entrepreneuriat n'échappe pas à la règle. Toute personne active se doit de faire la part des choses entre les aléas du travail et les problèmes personnels. C'est important de dissocier les deux dans le but de ne pas nourrir une forme de cercle vicieux où stress professionnel et personnel se nourrissent. Marwan semble ici, par exemple, réussir à distinguer les deux dans la mesure où il a conscience de la patience dont il faut faire preuve dans son métier, notamment lorsqu'il est en contact direct avec la clientèle. De son côté, Geoffroy, chasseur de tête, met en avant l'importance de préserver sa vie privée. J'ai choisi la liberté, c'est pour ça que je choisis l'indépendance. Donc du coup, c'est aussi pour pouvoir avoir justement une meilleure qualité de vie pro-perso. Donc moi, je trouve que j'ai beaucoup plus de temps libre, beaucoup plus de temps avec ma famille et mes proches. Donc je travaille souvent de la maison, ce qui me permet de pouvoir faire beaucoup de tâches un peu quand je veux, de pouvoir aller faire mon sport au moment que je veux. Donc j'ai le sentiment d'avoir un très bon équilibre. Beaucoup sont comme Geoffroy et cherchent à gérer au mieux leur activité pro, tout en se dégageant du temps pour leur vie perso. Une étude constate à ce titre qu'en 2023, plus d'un tiers des auto-entrepreneurs ne souhaitent rien changer à leur équilibre vie professionnelle, vie privée, signe que pour certains, cet équilibre est satisfaisant. Mais soyons honnêtes, on le sait, pour la majorité, cet équilibre est plus difficile à atteindre. Entre la gestion d'un business et les obligations personnelles, c'est souvent une quête sans fin. Les auto-entrepreneurs témoignent souvent de la difficulté à poser des limites claires. Les emails, les appels, les tâches à accomplir, tout ça peut devenir un tourbillon ingérable. Travailler chez soi peut sembler idéal, mais cela entraîne souvent une fusion entre le travail et la vie privée. Timéo est monteur vidéo, et voilà ce qu'il nous dit. Ça affecte beaucoup. C'est-à-dire que c'est une chance que j'ai aussi. C'est-à-dire que je peux arrêter mon activité quand je veux, la reprendre quand je veux et tout. Je définis ma vie perso par rapport à ce que je fais. C'est-à-dire que si par exemple j'ai une opportunité qui se refuse pas, mais que j'avais quelque chose de personnel de prévu, je vais reporter l'opportunité personnelle. Quand je dois faire des voyages, tout ça, tant qu'il n'y a pas des histoires de réserver des billets d'avion, je vais jouer avec les dates justement pour rendre des vidéos pour travailler en fait. Pour Joris, qui est conseiller en voyage, c'est aussi parfois compliqué. En gros, mon organisation du travail, c'est un grand bazar. Alors, c'est un bazar, comme on dit, nous, c'est un bazar organisé, quoi. C'est très flexible, quoi.
C'est très malléable. Et donc, je sais que la vie personnelle s'adapte aussi par rapport à ça. Ce que disent Timéo et Joris met en lumière un paradoxe que beaucoup d'indépendants connaissent, une liberté totale sur leur emploi du temps, mais au prix d'une frontière floue entre travail et vie perso. D'un côté, ils peuvent organiser leur journée comme ils l'entendent, décaler un projet, partir en voyage sans demander de congé, mais en réalité, cette flexibilité va presque toujours dans le même sens. C'est la vie personnelle qui s'adapte au travail, et non l'inverse. Timéo fait passer ses opportunités professionnelles avant ses engagements personnels, tandis que Joris évolue dans un équilibre instable où son organisation repose sur une logique fluide et malléable. Ce fonctionnement, aussi pratique soit-il, pousse à rester connecté en permanence, sans réelle coupure. À force d'être malléable, le risque est de ne jamais décrocher, et cette souplesse apparente devient alors une contrainte déguisée. Pour plus de la moitié des auto-entrepreneurs, certains changements leur permettraient d'améliorer davantage leur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, tels que travailler à des moments différents de la journée pour 31%, prendre plus de temps libre pour 21%, ou encore travailler plus d'heures par semaine pour 18%. L'équilibre est donc difficile à trouver, mais en écoutant les témoignages de professionnels comme Geoffroy et Marwan, on se rend bien compte qu'il n'est possible de faire en sorte que le travail n'empiète pas sur la vie personnelle. Trouver cet équilibre semble alors primordial pour éviter d'être rongé par le travail, ou encore d'être coupé des autres, car être auto-entrepreneur, c'est aussi accepter d'être souvent seul, ce qui n'est pas sans conséquences. Vous l'avez entendu, trouver un bon équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle est une quête permanente. Lorsque l'équilibre ne se trouve pas, plusieurs effets négatifs peuvent se faire sentir. La solitude est un de ces effets. Les indépendants, dont font partie les auto-entrepreneurs, bénéficient généralement d'une grande autonomie dans leur travail. Selon une enquête de l'INSEE publiée en 2020, seulement 6% d'entre eux affirment manquer d'autonomie contre 22% des salariés. Cette autonomie peut sembler synonyme de liberté, cependant, cette dernière s'accompagne souvent d'un sentiment d'isolement. Travailler seul, parfois loin de ses collègues ou d'un environnement d'équipe, peut avoir un impact important sur le moral. La solitude peut être un choix, mais aussi une contrainte. Est-ce que tu as participé à des réseaux professionnels ou des communautés d'auto-entrepreneurs? Non, c'est le gros défaut finalement, c'est de se retrouver très 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 isolé, quoi. Donc tu aurais aimé le faire? Oui, je pense que ça aurait été un point important à avoir avec la mise en place d'une petite formation de démarrage. Comme le souligne Caroline, qui est coach de vie, bénéficier d'un entourage professionnel semble essentiel pour gérer les moments de solitude. Selon un sondage mené par Espace Auto-Entrepreneur en 2023, près de 42% des auto-entrepreneurs déclarent, comme Caroline, vouloir faire partie d'une communauté d'entrepreneurs dans le but de partager des expériences et de bénéficier d'un support émotionnel. Sans interaction, l'isolement devient une réalité pesante. Pascal insiste sur l'absence de collègues, un élément clé qui différencie le travail indépendant du salariat. Des fois aussi on se sent seul parce qu'on n'a pas grand monde avec qui échanger. Et c'est quelque chose qui m'a marqué d'ailleurs parce que j'ai quand même, on pourrait dire que j'ai des collègues formateurs. Souvent on est un peu dans des salles les uns à côté des autres. On se croise à peine parce que le midi par exemple, moi je mange avec les personnes que je forme et pas avec les autres formateurs. Donc ça c'est vrai que ce temps d'échange ça manque un peu. J'ai le sentiment souvent, même quand je croise d'autres personnes qui pourraient être considérés un peu comme des collègues, que chacun a envie de terminer rapidement sa mission et de rentrer chez soi. Donc des fois, on peut quand même souffrir un peu d'une forme de solitude. Même lorsqu'elle rencontre d'autres formateurs, les échanges restent brefs et chacun reprend rapidement sa route. On est loin de la complicité rêvée avec ses collègues. Mais Pascal a quand même de la chance. Elle a des proches qui sont dans la même situation, avec qui elle peut échanger et constater qu'eux aussi sont parfois seuls, sans repère. Pour elle, c'est l'occasion de se conseiller. J'ai d'autres copines autour de moi qui ont fait cette démarche de se mettre à leur compte, qui ont quitté des jobs de salariat pour travailler à leur compte, souvent pour les mêmes raisons que moi, de mieux équilibrer leur vie pro et perso. Et donc oui, il y a des stratégies dont je parle un petit peu avec elles, en effet. Comment mettre des limites, comment dire non. Et finalement, ça peut être un peu les mêmes stratégies qu'on pourrait mettre en place avec des chefs, entre guillemets, en entreprise. Et que là, il faut mettre en place avec des clients qui parfois peuvent demander beaucoup et pas toujours sur le bon timing. Et parfois, ce n'est pas du côté du milieu pro qu'il faut chercher, mais plutôt du côté de la famille, de cet entourage proche qui ne partage pas le même rythme, les mêmes difficultés. Là-dessus, Nariman, architecte d'intérieur, affirme. C'est une remise en question perpétuelle, d'être à son compte comme ça. C'est tout le temps se dire qu'est-ce qui fait que ça va, qu'est-ce qui fait que ça va pas, dans quoi je me retrouve, et puis interroger son entourage. Voilà, avoir un entourage justement qui te fait confiance et qui sait qu'il peut communiquer, quoi.
Qui c'est qui peut dire, là, tu déconnes un peu, quoi. T'as pas vu de la semaine. L'été dernier, Fanny Moisan, cofondatrice de la start-up Vestiaire Collective, faisait le même constat. Interviewée par Les Échos, elle évoque sa famille d'entrepreneurs, le soutien moral et financier de son mari et le déclic qui a provoqué la naissance de sa deuxième fille. Mais ce n'est pas toujours le cas. Les proches peuvent parfois soutenir, soit juger. Dans tous les cas, leur avis peut peser lourd. Les proches peuvent parfois ne pas comprendre l'ampleur des responsabilités que l'on assume en tant qu'auto-entrepreneur, et cela peut entraîner des tensions, surtout si les attentes personnelles et professionnelles se croisent. Quand on travaille seul, l'entourage demeure donc essentiel pour ne pas finir au fond d'une grotte, à ruminer sans jamais s'arrêter. Mais s'il est important d'être bien entouré, il faut rappeler que ce n'est pas sur l'entourage qu'il faut compter pour faire la comptabilité ou gérer la priorité de ses tâches. Être auto-entrepreneur, au-delà d'être seul, c'est avant tout être indépendant et capable de gérer sa propre charge de travail. Or, c'est loin d'être chose facile, car tout semble important, et alors là, le risque d'être surchargé nous attend au tournant. De l'activité elle-même à la gestion administrative, en passant par la comptabilité, tout doit être géré, millimétré. Beaucoup de travailleurs indépendants finissent par se retrouver submergés par la quantité de tâches à accomplir et par la pression de devoir tout réussir. Théophile est compositeur et éditeur web. Pour lui, le quotidien se résumait à ça. Tu peux ne plus vraiment compter tes heures et tout devient un mélange de t'es en mission tout le temps, quoi, même le week-end, même tout ça. Et là, à ces moments-là, tu perds un peu le fil du reste, quoi. T'es un peu tout le temps en pro, même dans les moments perso, et voilà, un truc où il faut faire attention, quoi. Son témoignage met en lumière un piège courant du freelancing, l'absence de frontières entre vie professionnelle et personnelle. Lorsque l'on travaille seul, la charge de travail peut vite devenir envahissante, jusqu'à déstructurer complètement le quotidien. À force de repousser les limites, certains finissent par adopter des rythmes de travail extrêmes, persuadés que l'investissement personnel est la clé du succès. Je joue beaucoup trop avec les limites. Je suis trop relax, et après je me rends compte que il y a la deadline qui approche, du coup je m'inflige des sessions montage de 11 heures, journée entière, parfois jusqu'à 5 heures du matin, tu vois. J'aimerais apprendre à étaler, j'aime pas ce mot, mais être plus productif sur la durée plutôt que être pépouze 3 jours et avoir une journée insupportable. Ici, Timéo illustre un autre danger, l'auto-exploitation. Sans cadre strict, il devient facile de sacrifier son bien-être au profit de la productivité, quitte à mettre en péril sa santé physique et mentale. Ainsi, l'indépendance professionnelle offre une liberté précieuse, mais impose aussi une vigilance constante pour éviter l'épuisement. Justement, on a une citation de Caroline, psychothérapeute, qui nous dit « Là, ça a été extrêmement compliqué et psychologiquement très très dur. Quand on est face à des impératifs URSSAF et compagnie, l'anxiété prend vraiment le dessus dans beaucoup d'aspects de la vie, y compris sur le familial, amical et compagnie, quoi. Ce qui rejoint donc ce que l'on disait juste avant sur comment l'activité professionnelle peut impacter les interactions avec notre entourage. À ce sujet, sur un autre témoignage de la part de Mathieu, qui est chauffeur VTC, est très significatif. Souvent, j'ai des invitations de mariage où j'ai donné ma parole, je me suis habillé. J'étais prêt à sortir et je reçois une course par exemple qui m'amène au Luxembourg. Je vois sur mon écran, ça coûte 1 000 €, je ne peux pas refuser ça. Là par exemple, on voit que le travail prend vraiment le pas sur des moments de vie. Et d'ailleurs, c'est souvent une question d'argent. Là, nous n'avons pas les détails, mais on peut supposer qu'il ne peut pas se permettre de rater cette opportunité financière. Si pour échapper à un quotidien qui nous échappe, on envisage de prendre des vacances, là encore c'est délicat. Comment prendre du temps pour soi quand on sait que chaque jour sans travail peut affecter ses revenus ? Même lorsqu'ils partent, beaucoup restent connectés à leur activité, vérifiant email et messages, ce qui enlève souvent tout le côté relaxant des vacances. Si on écoute Théophile, compositeur et éditeur web, il nous dit « Il y a cette tentation qui est un peu toujours là, et que quand tu es en CDI, tu peux te dire « bon, je suis un peu safe », donc en vrai, la loi te protège, t'es en congé, tu devrais pas aller regarder tes mails régulièrement ou quoi que ce soit. Mais quand tu es auto-entrepreneur, tu te dis, il faut pas que je laisse passer si jamais il y a une bonne opportunité qui arrive. Il faut pas que je ne réponde pas à telle ou telle personne s'ils me contactent, ils savent pas que je suis en vacances. Ce témoignage confirme le fait que les auto-entrepreneurs, du moins en France, font face à des défis lorsqu'il s'agit de prendre des vacances. Selon une étude de l'INSEE, les auto-entrepreneurs réalisent en moyenne un chiffre d'affaires mensuel de 1 000 €. Et cette situation financière peut rendre difficile la prise de congé. Et chaque jour non travaillé se traduit par une absence de revenus. Un autre exemple avec une pâtissière, c'est tout, qui nous dit « Si je pars en vacances ou alors je fais une pause, je n'aurai pas de revenus. Donc c'est soit est-ce que je continue à travailler et j'ai du revenu, ou alors je fais une pause parce que je suis fatiguée et j'ai pas de revenus.
En fait, c'est vraiment le fait de se dire, bah, j'aurai pas de revenus, en fait. À part si je pioche dans ce que j'ai économisé. Mais alors, si prendre des vacances semble impossible, comment peut-on sortir ? On l'évoquait en début d'épisode, certains du milieu parviennent à trouver un équilibre et à jongler avec cette charge de travail. Mais comment font-ils ? L'automatisation, l'externalisation ou encore des outils de gestion de temps sont des alliés précieux. Les bons outils peuvent transformer la manière dont on travaille, rendant certaines tâches plus fluides et libérant du temps pour d'autres priorités. Nathanaël est styliste designer et voici ce qu'il évoque quand il s'agit de s'évader de l'environnement professionnel. À côté, je fais quand même du sport, je fais quand même de la danse à côté, j'ai quand même un cours par semaine et je pense que c'est ce qui m'aide aussi à tenir niveau stress et niveau physique. Je sais que c'est vraiment l'activité, je sais que c'est mon temps par semaine que je m'accorde où en fait je vais plus penser au travail, je vais plus penser à rien, je vais juste me lâcher de toutes les tensions que j'ai de la semaine et je vais juste en fait profiter du moment avec la danse, avec tout ça. C'est vrai que voilà, ça m'aide ça pour le coup vraiment à tenir. Pour Nariman, cette gestion du temps se manifeste autrement. J'avais beaucoup de travail et que j'étais un peu débordée. En fait, je me suis dit, j'aimerais bien lâcher les choses que je n'aime pas faire déjà. J'ai besoin d'être aidée au quotidien si je voulais gagner un peu de temps sur tout ce qui est dessin. C'est-à-dire pouvoir dire par exemple à un dessinateur, tiens, est-ce que tu peux monter tel projet avec mes idées ? Donc j'ai commencé par prendre des stagiaires en me disant, déjà je vais voir ce que ça donne. Donc, j'ai une stagiaire de 2e année d'école d'architecture d'intérieur. Ça s'est hyper bien passé, franchement, c'était cool. Et là, tu vois, je trouvais quelqu'un aussi avec qui échanger, avoir un autre point de vue. C'est super intéressant. Ici, Nathanaël et Nariman adoptent 2 stratégies différentes pour préserver leur équilibre entre vie pro et vie perso, mais avec un même objectif, éviter de se laisser submerger. Pour Nathanaël, la clé réside dans une activité physique régulière, un sas de décompression où le travail n'a plus sa place. La danse devient un exutoire, un moyen de libérer la pression et de se recentrer. Nariman, de son côté, mise sur la délégation pour alléger sa charge mentale et mieux organiser son temps. En confiant certaines tâches à une stagiaire, elle parvient à mieux structurer son travail et à éviter l'épuisement. 2 approches complémentaires qui montrent que l'équilibre ne repose pas seulement sur la gestion du temps, mais aussi sur la capacité à s'accorder des respirations et à lâcher prise. Finalement, l'évolution de cette répartition entre vie professionnelle et vie personnelle varie au fil du temps. Au départ, on a tendance à tout donner, à en faire le maximum pour faire ses preuves. Puis avec l'expérience, on trouve des solutions pour mieux gérer. C'est justement ce que vivait Théophile. Au début, c'était un petit peu, je disais oui à tout et j'essayais d'avoir le plus de clients possible pour un peu remplir mon temps, le temps que j'avais. Là, vu que je peux être un peu plus exigeant, disons que je privilégie la qualité à la quantité et j'ai quelques clients du coup avec lesquels je travaille assez souvent. J'essaie de privilégier ces clients-là par rapport aux nouveaux ou aux autres qui pourraient être potentiellement intéressés. Avec le temps, on apprend à mieux doser, à déléguer ou à automatiser certaines tâches. L'évolution de cette répartition est parfois un long chemin semé d'embûches, mais le travail et la discipline finissent toujours par porter leurs fruits. La liberté apparaît comme un élément clé d'un statut d'auto-entrepreneur. Une grande majorité affirme avoir un contrôle total ou partiel sur leur emploi du temps. Ils fixent leurs propres échéances, choisissent leurs clients et leurs projets et adaptent leur rythme de travail à leurs aspirations. Cette autonomie leur permet d'aligner leurs valeurs personnelles avec leurs objectifs professionnels. Alors même si la flexibilité du statut est un atout majeur, elle peut aussi représenter un défi. Certains auto-entrepreneurs peinent à établir une frontière claire entre vie professionnelle et personnelle, rendant difficile la prise de temps pour eux-mêmes. Trouver le juste équilibre entre engagement et bien-être reste donc une préoccupation centrale pour beaucoup. On espère que cet épisode vous a aidé à mieux cerner ce qu'est le quotidien d'un auto-entrepreneur. Si vous vous êtes reconnu dans les témoignages qu'on vous a fait écouter, alors vous avez désormais les clés en main pour mieux gérer votre charge de travail. Car si maintenant vous avez compris que l'entourage compte lorsqu'on exerce en indépendant, sachez aussi que de votre côté, vous pouvez faire en sorte de vous alléger certaines tâches via d'autres outils. Pour ça, on se retrouve dans le prochain épisode pour parler des plateformes dédiées pour vous aider dans vos démarches en tant qu'auto-entrepreneur.